On repart les amis, on repart avec Émilie de Lombarès, la présidente du directoire du groupe Honnête. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors, je le dis très rapidement, parce que, mais quand même, il faut le dire, donc c'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, pas tout à fait, vous m'avez dit, hein, le groupe Honnête, voilà, 1,9 milliard. 70 000 personnes. Entreprise familiale, vous n'êtes pas très nombreuses à ce niveau-là, hein, quand même, Émilie, et vous avez une petite quarantaine d'années, hein, c'est ça le sujet. Voilà. Est-ce que. Non, mais alors, juste première chose, entreprise familiale, et puis j'ai vu que vous disiez, vous avez fait rentrer en fait un fonds d'investissement au capital. Ouais. C'est un élément, je le dis juste très très rapidement, c'est un élément, une question qui va se poser pour énormément de chefs d'entreprise en sortie de crise. Cette idée qu'il faut renforcer les fonds propres et qu'il faut amener du capital. Et donc, entreprise familiale depuis 1860, 5e génération, etc. Et vous dites, en fait, ça nous fait beaucoup de bien. Vous pouvez me raconter ça ? Oui, mais écoutez, je pense que ça a été un choix en 2007, déjà d'ouvrir, j'allais dire, on va dire de façon significative à d'autres personnes ou d'autres investisseurs que la famille. Et donc là, AEMZ nous accompagne depuis 2017, maintenant, après FFP. Et je crois que c'était une vraie conviction de la famille. On a besoin de s'ouvrir. On a besoin d'un regard externe aussi sur la façon dont on conduit l'entreprise, dont on la développe, dont on la fait grandir. Et je pense que c'est ça. Ça évite l'entre-soi, vous disiez. Exactement, ça évite l'entre-soi et ça permet finalement de se challenger, d'avoir des comparables, puisque finalement ces fonds ont une expérience de secteurs multiples. Et donc ça veut dire qu'il faut accepter qu'ils soient actifs aussi. Il ne faut pas que ce soit de simples partenaires dormants qui vous apportent des fonds propres et qui disent « Oh mon Dieu, depuis 1860, on n'a aucune leçon à vous donner. » Non, il faut qu'ils apportent un vrai savoir-faire, un regard critique, encore une fois, à la fois sur les équilibres de l'entreprise, à la fois sur la façon dont on la conduit. Et moi, même dans la crise qu'on vient de vivre, ça a été un atout pour moi d'avoir leur regard, de pouvoir partager avec eux. Le conseil était vraiment actif et à mes côtés pendant la gestion de cette crise. Et cette possibilité de benchmarker. Oui, tout à fait. De voir où en sont les autres, quelles sont les idées, comment les autres gèrent. Voilà, ça donne à la fois des idées et parfois aussi... ça rassure. Mais en même temps, il n'y a pas un groupe qui ressemble au vôtre, Émilie. C'est quand même... Enfin, c'est... Hein, alors, on a raconté l'histoire, vous partez, je crois que c'est la manutention du port de Marseille. Ouais, dans la manutention. Et ensuite, vous avez développé, c'est des services aux entreprises, quoi. En fait, le groupe a grandi autour de cette notion du client et du service que je peux apporter. Donc, la question se pose toujours de qu'est-ce que je peux faire de plus pour mon client. Et le groupe a grandi comme ça, avec la propreté qui est devenue dominante quand même à un moment donné. Et puis, on se construit aussi autour la sécurité humaine, de la sécurité électronique, de la logistique. On est intervenu dans les centrales. Dans les centrales, on est allé chercher comment accompagner la maintenance. Puis on a développé de l'ingénierie. Centrale nucléaire. Oui, tout à fait, centrale nucléaire. Ouais. Alors ça, juste d'un mot, mais qu'est-ce que vous allez faire ? Parce que je comprends l'idée et surtout tout ce qui est en fait humain finalement. Tous les services humains aux entreprises, dès qu'il y a besoin de personnes en fait. Tout à fait. Ça, je comprends. Mais alors le nucléaire, c'est quoi ? Le nucléaire, on est rentré dans les centrales en commençant par les sécuriser, en faisant de la propreté un peu éloignée du cœur et des zones chaudes, comme on dit. Parce que personne s'en occupait. Enfin, il y avait une. En tout cas, c'était un besoin de nos clients de nous confier ces savoir-faire-là. Et petit à petit, on s'est rapproché du cœur, des zones chaudes. Et finalement, nous, ce qu'on apprend, c'est à gérer la complexité de nos clients. Et l'intérêt pour nous, c'est de passer d'un secteur à l'autre et de faire du partage d'expérience. Dans le nucléaire, ce qui est très intéressant, par exemple, c'est que la contrainte finalement radioactive, de la radioactivité, fait que vous avez un ensemble de process qui vous aident à réfléchir sur la sécurité des personnes, sur l'organisation des prestations, sur la formation et sur la façon dont on conduit nos opérations. Donc nous, on a de l'ingénierie, on a de l'intervention concrètement sur site. Et en fait, ça nous permet d'avoir un vrai apport vis-à-vis, par exemple, d'autres secteurs. Je comprends. Ces pratiques-là, on va aller dans, je ne sais pas, par exemple, l'agroalimentaire. Je comprends. On va dire, voilà, regardez, quand on rentre sur les sites, les équipements, comment on les vérifie, comment on protège nos équipes. Et moi, ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse chez Honnête, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, la prestation de service, concrètement, c'est se mettre au service du client et identifier dans son système de production, que ce soit son site ou concrètement sa production, sa chaîne de valeur, à quels endroits est-ce qu'on peut lui amener un regard tiers. Ça, c'est une vraie croyance de l'apport du service. Alors, il nous écoute. Oui, et heureusement, j'allais dire. Ils nous écoutent et surtout... Mais non, parce qu'ils pourraient vous dire, écoutez, vous faites votre boulot et puis... Non, la crise était un bon exemple et ça a été un bon révélateur justement de ça. Pendant la crise, on a vu que quand tout s'est arrêté et qu'il a fallu redémarrer,
Les clients nous ont appelés en disant mais vite au secours, à l'aide, venez, on a besoin de vous. On a besoin de vous encore une fois pour gérer nos sites, pour sécuriser nos sites, pour accompagner, alors bien évidemment la propreté, ça a été le premier sujet, les désinfections. Autant dire que la propreté, ça représente à peu près 50% du groupe. Donc toute cette partie-là a été, dans tous les secteurs d'activité qui ont repris, on a été sursollicité. Mais dans les autres secteurs aussi, encore une fois, par exemple dans la sécurité, les agents de sécurité, où on a continué aussi à sécuriser des sites avec des centrales de sécurité électronique, en fait, on a eu besoin de nous. Et les clients nous ont dit, mais en fait, c'est pas parce qu'on est là, on n'est pas là. En fait, on a dû tout adapter. Et en fait, je crois qu'un des enseignements de cette crise, c'est une vraie satisfaction pour nos équipes, c'est d'avoir senti que le client avait besoin de nous. Et on a noué un autre type de dialogue. Ah ben là, vous êtes, et puis alors c'est cette fameuse, je ne sais pas pourquoi on dit deuxième ligne, d'ailleurs, parce que moi, elle me semble assez en première ligne, enfin à peu près autant en première ligne que ce qu'on appelle la première ligne, enfin bon, bref, on appelle ça deuxième ligne. Ça veut dire, alors venons-en là tout de suite, Émilie, parce que ça, c'est des hommes, des femmes qui ont été dans des endroits, alors c'est vrai que ce sont des experts de la propreté au sens très très large, on va dire de l'hygiène-sécurité, mais ils ont été dans des endroits quand même dans le bleu et dans l'inconnu total. Alors, il y a plusieurs... Avant tout, nos métiers sont essentiels. Voilà, l'enseignement de cette crise, c'est que nos métiers sont essentiels. Ils sont essentiels pour plusieurs raisons. Je l'ai déjà dit, on est imbriqué dans le système et dans la chaîne de valeur de nos clients. Donc en fait, quand nous, on dit ce sont des invisibles, ce sont des deuxième ligne, troisième ligne, en fait, c'est juste qu'on n'avait pas pris le temps de regarder certaines interventions et que quelque part, alors peut-être qu'il faut balayer devant notre porte, nous, on a fait les choses discrètement. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de voir que dans une chaîne de valeur, il y a des maillons essentiels et que parfois, ces maillons-là, effectivement, peut-être qu'on ne parlait pas assez fort, peut-être qu'on s'est laissé un peu oublier. Aujourd'hui, encore une fois, moi, la vraie satisfaction et l'opportunité de cette crise, c'est de renouer le contact avec nos clients. Et aussi avec la population. Moi, je pense à vos équipes, comme pour les caissières de Carrefour. À un moment, il y a des hommes, des femmes qui se sont retrouvés effectivement en pleine lumière, dont on s'est rendu compte que, waouh, s'ils n'étaient pas là, il n'y a rien qui fonctionne. Oui, mais ça, c'est une responsabilité. Oui, mais c'est une responsabilité nouvelle. Ça fait 20 ans. Non, c'est pas nouveau. Nous, ça fait 30 ans que nos professions sont organisées. Vous parlez de la propreté. On a une fédération qui est organisée. Ça fait 30 ans qu'on travaille sur les agents de lumière. Ça fait des années qu'on travaille sur la notion d'agent de propreté, sur la terminologie. Il y avait eu toute une communication autour de la valorisation des agents. Et ça s'appelait Agent de lumière. D'accord. On a travaillé en 2018, on a lancé une enquête sur la propreté, c'est fondamental. C'était pas d'une efficacité redoutable, la campagne, parce qu'elle n'est pas arrivée jusqu'à moi, les agents de lumière. En tout cas, elle est arrivée... Alors que là, Covid, ça y est, là. Oui, mais si vous voulez, c'est peut-être triste de se dire qu'il nous faut une crise de cette ampleur-là, parce que cette crise, avant tout, elle est quand même dramatique, humainement. Et ça, c'est quand même le cœur de notre sujet. Nous, on est dans une entreprise basée sur l'humain. Donc, ce qui est difficile, c'est qu'il faut attendre une crise dramatique et humainement vraiment complexe pour qu'en fait on réalise certaines choses. Je vous l'accorde. Néanmoins, le fait que nos métiers soient essentiels et la valorisation de nos agents, on en a toujours été convaincus. Ça ne modifie pas vos équilibres sociaux, ça ne modifie pas, le rapport... Non. Nous, entre guillemets, dans notre entreprise, dans la vision de nos métiers, ça ne modifie rien. Ça modifie le regard des gens. Donc, le regard des gens, c'est important parce que ce regard, effectivement, je vous donne un exemple. On travaille sur le travail en journée. Travailler en journée, c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on va amener socialement, parce que ça, c'est des engagements de responsabilité profonds. On va amener nos agents à intervenir en journée. C'est plus facile d'accès pour eux. Ils ont un contact avec les usagers finaux. D'accord? Donc, ça veut dire que quand il faut adapter... Plutôt que d'intervenir à 4h du mat ou à 23h. Hein, oui, voilà, c'est ça. Donc ça, et économiquement, nécessairement, c'est aussi moins coûteux. Donc, tout le monde est gagnant. Voilà. Ça, c'est un combat, mais ça fait des années qu'on le mène. Super. Voilà. Donc, si vous voulez, je pense que cette crise, encore une fois, c'est l'opportunité. On avance, oui. Là, il y a eu un déclic grâce à la crise, justement. Alors, les clients sont plus à l'écoute. Voilà. Là, je fais une tournée des clients récemment. J'en ai vu certains que je suis allée rencontrer pour faire un peu le bilan de ce qui s'était passé. Et les clients sont plus à l'écoute. Parce qu'en fait, quand on nous parle de RSE et de responsabilité, nous, les outils, on les a construits. Je vous donne un autre exemple. On a travaillé sur un système qui s'appelle Biogistique. Biogistique, c'est quoi? C'est des biotechnologies, des produits qui sont non dangereux pour nos équipes, santé des collaborateurs avant tout, qui vont être concentrés, qui n'ont pas de résidus dans la nature. Et on a travaillé sur tout le système de distribution pour calibrer l'impact carbone du transport des produits. Et on a équipé tout notre réseau d'agences, des centaines d'agences, donc
avec ces produits. Le résultat, c'est quoi? C'est un vrai engagement responsable. Économiquement, nos clients n'ont absolument rien vu sur la facture. Donc économiquement, c'est viable. Ça fait 4 ans qu'on déploie ça, parce que c'est un travail de formation. On a demandé à nos équipes de ne plus jeter, par exemple, les contenants. Mais c'est un changement de mentalité qui prend du temps. Tout à fait. Donc tout ce travail-là qu'on arrive à faire autour de nos métiers, ça nous amène à faire évoluer nos métiers. Et je pense que demain, les clients ils seront plus sensibles. Et alors, mais est-ce que ça modifie les négociations? Parce que j'imagine que tous les ans, ça doit être comme avec la grande distribution et les éleveurs de porc, quoi. Ça doit être une bataille au centime. Non, mais c'est ça. Oui, je ne vais pas vous mentir, nos marges sont plutôt des marges faibles. Voilà. Donc, est-ce que ça modifie la donne, ça? Est-ce que ces clients à qui vous avez sauvé la mise, pour certains d'entre eux, parce que ça leur a permis de rouvrir leur site, est-ce qu'ils... Moi, je compte dessus. Et en tout cas, notre vision aujourd'hui, c'est qu'on va avoir l'opportunité d'avoir de nouvelles discussions avec nos clients. Toute une partie y est vraiment sensible. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Moi, c'est ce que je veux retenir de cette crise, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience sur la façon dont on travaille quand on travaille dans la prestation de services avec de l'humain. Nous n'avons pas d'usine. Donc, quand on va négocier des marges, des prix, etc., à un moment donné, le seul besoin que j'ai, moi, c'est de discuter avec mes clients, de m'asseoir avec eux. Non, mais finissez votre phrase. Vous n'avez pas d'usine, ça veut dire que la réduction de coûts, si on vous demande la réduction de coûts, elle pèse directement sur les épaules des gars qui vont bosser. Alors, oui. Et moi, mon objectif, c'est quoi? C'est de dire à un client, je sais faire différemment, mais je ne sais pas, à un moment donné, toucher à l'humain. Voilà. Donc, je sais faire différemment. Je vais aller chercher des organisations. Je vais réfléchir. Ça, c'est notre métier. Dites-moi ce que vous voulez. Par contre, vous voyez, ça va changer complètement la relation, par exemple, au cahier des charges. La flexibilité qu'on nous demande demain. Aujourd'hui, on nous parle des bureaux, de l'usage des bureaux, etc. Donc ça, c'est la flexibilité. Nous, on a travaillé depuis un peu plus d'1 an maintenant sur ce qu'on appelle les objets connectés et l'impact que ça va avoir. Comment est-ce que je mesure, donc ça s'appelle Clean Connect, comment est-ce que je mesure finalement l'utilisation des salles et comment ça va changer la façon dont mon agent, finalement, va avoir un plan de travail qui va évoluer. Ça, c'est une révolution. Et je pense que l'effet accélérateur de cette crise, ça sera qu'on aura des clients. Quand je dis, et encore une fois, c'était il y a 10 jours à mon client, écoutez, voilà, demain, il va falloir qu'on ait un pacte un peu différent. Laissez-nous faire notre métier. Arrêtez de contrôler le temps de nos agents. Ne perdez plus d'argent, à la limite, à contrôler nos agents, à être sûr que finalement, on soit sur un dispositif que vous avez imaginé. Laissez-nous faire notre travail. Et la finalité de notre travail, c'est de satisfaire vos usagers. Laissez-nous adapter nos prestations. Et là, on pourra avoir des choses qui sont gagnant-gagnant. Il est là le monde d'après, Émilie. Il est là le monde d'après. Mais non, mais il est là. Non, c'est pas anecdotique. C'est enfin, en fait, c'est le vrai monde d'après, finalement, de la suite de ce que vous nous décrivez là. Moi, je crois vraiment que cette opportunité, encore une fois, pour nous, dans ce qu'on appelle l'externalisation des services, c'est cette opportunité de s'imbriquer différemment et de discuter différemment avec nos clients. Vous m'aviez raconté une histoire, je me souviens la première fois qu'on s'était parlé, mais il nous reste très peu de temps. Non, c'était sur les sièges de cinéma. Oui. Où en fait, en nettoyant les sièges, vous aviez co-designé finalement les sièges du cinéma et vous aviez, avec l'exploitant du cinéma, trouvé une solution qui soit meilleure pour tout le monde. Win-win pour absolument tout le monde. C'est des toutes petites choses, tout à fait. C'est super intéressant quand même. Mais notre quotidien, encore une fois, dans le service, c'est que finalement, on est... Alors ça, c'est un sujet aussi... Moi, je milite pour que nos métiers... Rapide, pour qu'on ouvre une minute. Pardon, en une minute. En une minute. En une minute, non. C'est que dans nos métiers, on est dans les backstage de tas d'environnements et de la vraie vie. Ouais. Et donc moi, mon objectif, c'est qu'en fait, on attire ces personnes qui ont cette curiosité, parce que c'est la curiosité qui amène des solutions. Et ce sera plus facile de les attirer, parce que ça reste une difficulté pour l'ensemble des professions de service aujourd'hui. Ce sera peut-être plus facile. J'espère que tous ceux qui ont envie de liens humains, de relations clients basées sur la curiosité et la confiance, en tout cas, viendront nous aider à travailler sur ça. Émilie de Lombarès, donc la présidente du directoire d'Honnête, était notre invitée sur Bismart. Et puis on va se quitter avec une rediffusion, lui aussi d'ailleurs, au cœur de la crise du retail, de la mode. C'est Laurent Milchior, le patron d'Etam, qui était notre invité il y a quelques jours.